Je vais maintenant passer la parole au premier conférencier, qui est le docteur Sébastien Cognat, donc qui travaille à l'OMS sur tout ce qui est gestion des infections et des problématiques en termes de santé. C'est ça ? Oui, et urgence sanitaire. Et urgence sanitaire, voilà, merci. Voilà. Oui, excusez-moi, bonjour à tous. J'ai le grand honneur d'ouvrir cette conférence et je crois que en fait, ma présentation va permettre de donner des grandes lignes du problème de l'antibiorésistance et comment ce problème aujourd'hui est au cœur des préoccupations de tous les pays en réalité en termes de santé publique. C'est devenu vraiment un enjeu majeur en termes de santé publique et l'OMS depuis quelques années a fixé la lutte contre l'antibiorésistance au titre de priorité et je vais tenter de vous expliquer un peu rapidement à la fois quels ont été les engagements pris par les pays pour lutter contre l'antibiorésistance et également les activités que l'OMS met en œuvre pour aider les différents pays, mais aussi les partenaires au niveau de cette thématique. Vous voyez ici, en fait, sur la première slide, une petite infographie, un petit poster qui résume en fait les grands axes de lutte contre l'antibiorésistance. Tout d'abord, informez-vous, et c'est aujourd'hui l'opportunité de s'informer, j'imagine. Donc, et je reviendrai un petit peu à travers ces différents axes. Réunir des données, c'est une des spécialités de l'OMS. Faire la veille épidémiologique, récolter, analyser les données pour mieux guider les interventions. Le troisième axe, prévenir les infections, bien sûr. C'est le meilleur moyen d'éviter de développer les résistances. Réglementer les médicaments, que ce soit en santé humaine ou animale. Et investir dans la recherche. Donc je vais décliner un petit peu ces différents axes dans ma présentation. Alors, l'antibiorésistance, ce n'est pas un problème récent. Sans remonter très en arrière, l'OMS a aujourd'hui 70 ans, mais en 2001, une stratégie mondiale de lutte contre l'antibiorésistance avait été lancée à l'OMS, je crois, le 10 ou le 11 septembre. Donc en fait, l'actualité à l'époque a fait que les priorités en termes de sécurité sanitaire en fait, ont très largement changé. Il y a eu très peu de temps après la crise de l'anthrax aux États-Unis et les problèmes de bioterrorisme qui sont apparus. Bon, ce n'est pas la seule raison, mais la problématique est un petit peu retombée à l'eau. Et puis, sous l'impulsion de quelques pays, en 2014, l'OMS a publié son premier rapport sur la résistance aux antibiotiques. Ce rapport a révélé en fait que la résistance aux antibiotiques, certes, progressait, devenait vraiment une problématique dans de nombreux pays, mais qu'il y avait finalement peu de données disponibles et énormément donc d'efforts à faire pour mieux documenter la problématique et mieux l'aborder. Ce premier rapport a été suivi de publications de façon concomitante ou dans les mois qui ont suivi, et notamment cette publication est très souvent reprise sur l'impact sanitaire et économique de l'antibiorésistance. En termes de santé publique, l'impact économique compte autant que l'impact sanitaire. Les décisions sont prises dans de nombreux domaines pour limiter en fait finalement l'impact au niveau économique des maladies, avant l'impact finalement sur les populations. C'est un peu le même cas en santé animale aussi, hein, cette publication promettait jusqu'à 10 millions de morts par an d'ici 2050 si rien n'était fait. Et vous voyez que tous les continents pourraient être touchés, l'Afrique essentiellement, avec plus de 4 millions de morts par an, l'Asie également, 4 millions de morts par an, un peu plus, même 4,7 millions. Et en termes économiques, cette résistance pourrait coûter jusqu'à 3 à 5% 3,5% du PIB au niveau mondial, c'est-à-dire un coût estimé à 100 000 milliards de dollars, ce qui est absolument gigantesque. Une deuxième étude de la Banque mondiale, en 2017, comparait l'impact de l'antibiorésistance à la crise de 2008.
Et c'est un petit peu petit sur la slide, mais vous avez à gauche en fait l'impact de la crise financière en 2008 par rapport au produit intérieur brut de 2001 à 2007. Et vous voyez que tous les pays ont été affectés, mais en orange, essentiellement, c'était les pays riches. En bleu, vous avez le monde entier, en orange, les pays riches. Et puis ensuite, en jaune, les pays riches, en orange et en noir, les pays moins riches. Et si l'on compare avec un scénario optimiste, on voit qu'il y aurait une diminution également du PIB qui toucherait l'ensemble des pays. Mais si on envisage un scénario un peu plus pessimiste sur la droite par rapport à la progression de l'antibiorésistance, on voit que les pays les plus touchés seront finalement les pays pauvres. Et donc, en termes de population aussi, ce sont les populations les plus importantes, notamment en Afrique. Donc, pour résumer un petit peu les enjeux au niveau mondial, c'est donc une forte proportion de résistances qui ont été rapportées dans toutes les régions du monde, pour les traitements à la fois des infections au milieu hospitalier, mais aussi au niveau communautaire. Donc, je ne voulais pas vous abreuver de données, de taux de résistance en fonction des bactéries, mais vous pourrez les retrouver dans les rapports que j'ai présentés. Bien sûr, un impact négatif sur le pronostic des patients, mais sur les dépenses de santé et l'économie en général, et des options thérapeutiques de plus en plus restreintes. Et tout ceci dans un contexte finalement où on a de manque de données sérieuses, fiables et comparables entre les pays. En 2014, à la suite de la publication du rapport, les États membres qui se réunissent chaque année à Genève, donc ce sont les ministres de la Santé, ont demandé à l'OMS de développer un plan d'action national qui a été ensuite présenté en 2015, approuvé en 2015 par l'ensemble des pays. Ce sont des décisions qui sont prises à l'unanimité sous la forme de résolutions et qui ont ensuite été déclinées, enfin traduites et publiées notamment sur le site internet de l'OMS en 2016. Vous pouvez le trouver sans trop de soucis. Ça s'appelle Plan mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Alors, ces résolutions n'ont pas de valeur, si vous voulez, légale, dans le sens où il n'y a pas de sanctions si les pays ne les appliquent pas. Mais néanmoins, ça permet quand même d'orienter les grandes thématiques de santé publique. Et ce plan d'action est assez ambitieux, puisque je vous ai mis ici un extrait de son objectif. Il a pour objectif de maintenir le plus longtemps possible et sans discontinuer la capacité de traiter et de prévenir les maladies infectieuses au moyen de médicaments sûrs et efficaces, de qualité garantie, utilisés de manière responsable et accessible à tous ceux qui en ont besoin. Et là, vous voyez qu'en fait, chaque mot a son importance. C'est une discussion politique. Le plus longtemps possible, voilà, la capacité de traiter, on parle de qualité, on parle d'utilisation responsable, on parle d'accessibilité également. Et vous allez voir que le plan d'action, finalement, aborde tous ces différents points. Alors, les objectifs stratégiques, qui sont au nombre de 5, si je ne me trompe pas. Le premier objectif, c'est de mieux faire connaître et comprendre la résistance aux antimicrobiens à travers de la communication, de l'éducation et une formation efficace. Le deuxième objectif est de véritablement renforcer les connaissances et les bases factuelles par la surveillance, par la recherche. Le troisième objectif, de réduire l'incidence des infections par des mesures efficaces d'assainissement, d'hygiène et de prévention des infections. Donc, avant même de traiter, on essaie de prévenir les infections. Quatrièmement, optimiser l'usage des médicaments, notamment aussi bien en santé humaine, mais également en santé animale. Et enfin, de développer ou dégager des arguments économiques en faveur d'investissements durables en termes de mise au point de nouveaux médicaments, d'outils diagnostiques biologiques, de vaccins ou d'autres interventions. Et ce plan d'action va être mis en œuvre à 3 niveaux. C'est-à-dire que des actions doivent être prises par les pays, par l'OMS, qui assure le secrétariat de la mise en œuvre de ce plan, et par les partenaires. Et notamment en mai 2017, donc c'était 3 ans après l'adoption du plan mondial, il y a eu une intervention à l'Assemblée mondiale, enfin une session qui a été dédiée à la résistance aux antimicrobiens, et tous les pays ont été invités à développer un plan d'action national. Alors c'est écrit un petit peu petit, mais
à titre d'exemple, ici on parle de l'objectif numéro 3, c'est réduire l'incidence des infections à travers des mesures d'hygiène ou de prévention des infections. Donc l'action au niveau des pays, évidemment ils sont en première ligne, donc c'est de mettre en œuvre bien sûr des grands programmes de prévention des infections au niveau hospitalier par exemple, de former les personnels sur l'hygiène, etc. Au niveau du secrétariat, chez nous à l'OMS, ce serait vraiment de développer des outils, développer des politiques sanitaires avec les différents pays sur cette thématique, mais aussi par exemple travailler sur la mise en œuvre des recommandations de nos experts sur l'utilisation des vaccins, qui reste le meilleur moyen de prévention des infections, enfin un des moyens les plus efficaces de prévention des infections. Et puis au niveau des partenaires nationaux et internationaux, on appelle, ici c'est écrit un peu trop petit, mais on appelle bien sûr les sociétés savantes, professionnelles, des organismes d'accréditation et autres à soutenir la formation dans ce domaine. Il y a également écrit en petit, mais je voulais le lire, un appel à l'OIE, qui est, comme vous le savez, l'Organisation pour la santé animale, de développer des codes et des manuels, des normes, notamment autour du développement de nouveaux vaccins. Et puis il y a une petite mention aussi de la FAO, qui est l'organisation sœur de l'OMS, des Nations Unies pour l'agriculture, qui également est encouragée à prendre des actions dans le domaine de la prévention des infections. Donc déjà, si vous voulez, l'approche santé animale, santé humaine existait au sein du plan mondial. Il a été en fait élaboré de concert avec la FAO et l'OIE pour lui donner une approche multisectorielle. Alors, je vous l'ai dit, les pays ont été engagés assez fortement depuis le début, et aujourd'hui, on a une base de données mondiale que vous pouvez consulter en ligne sur l'ensemble des pays qui ont ou qui n'ont pas encore adopté un plan d'action national. C'est une base de données conjointe qui est réalisée par l'OMS, FAO et OIE, mais qui est hébergée par le site de l'OMS, à ma connaissance uniquement. Il y a un questionnaire annuel et ça nous permet de faire le point sur le nombre de pays qui ont mis en œuvre un plan d'action. Et également, il y a quelques questions qui permettent de documenter différents points de la mise en œuvre. Et vous voyez ici qu'on a 96 pays qui ont déjà adopté, éventuellement également mis en œuvre et financé un plan d'action. Et on a 53 pays qui sont en cours d'adoption. On a 33 pays qui n'ont pas répondu à l'enquête. Ça, c'était la dernière enquête de 2017, je crois. Et on a 12 pays qui ont déclaré n'avoir pas encore commencé. Donc on voit quand même qu'il y a une prise de conscience assez importante. Bon, sans surprise, les pays qui restent encore un petit peu en retrait sont les pays en développement, surtout en Afrique. Mais on a également des grands pays, bien sûr, comme le Brésil, même le Canada, qui ont encore on va dire, des efforts à faire en termes d'adoption de leur plan national. Et par ailleurs, ces plans nationaux peuvent être consultés, donc si ça peut vous intéresser, alors parfois ils sont en anglais ou en français, parfois ils sont dans la langue d'origine, ils sont mis en ligne et on a ça peut aller de la déclaration d'intention à un véritable plan opérationnel. J'ai vu, en présentant ma présentation, il y a même celui de la Corée du Nord. Vous voyez, c'est vraiment mondial. L'autre rôle à l'OMS dans ce processus, c'est vraiment d'aider les pays à élaborer ce plan d'action, les aider à faire des évaluations. On envoie des experts qui permettent d'aider les ministères à rédiger, on fait des ateliers pour la rédaction du plan, et puis on suit l'élaboration des plans à travers des enquêtes et à travers une communication chaque année à l'Assemblée mondiale. Et un rapport de situation un peu plus détaillé est publié tous les 2 ans. Alors, je vais maintenant vous donner rapidement quelques exemples sur d'activités menées par l'OMS pour soutenir les 5 points stratégiques du plan d'action mondial. En termes tout d'abord de communication, ça passe par énormément d'activités. Celle qui est la plus connue peut-être, c'est la semaine mondiale organisée chaque mois de novembre. C'était assez récent, c'était du 12 au 18 novembre dernier. L'OMS met à disposition sur le site internet des posters, des infographies maintenant, même pour Twitter ou Facebook, qui sont reprises en fait, déclinées par nos bureaux pays. On a 140 bureaux pays
dans des campagnes de communication au niveau national avec les ministères de la Santé ou les ministères aussi de l'Agriculture. Et j'ai pris ce poster comme exemple pour montrer vraiment l'impact de cette problématique en termes de santé animale et de santé humaine ensemble et santé environnementale. Et puis bien sûr, il y a beaucoup de conférences organisées, d'ateliers, et puis chacun à notre niveau, on apporte une petite pierre comme ma présentation aujourd'hui. On a ensuite le deuxième objectif qui est de renforcer la connaissance par la surveillance. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier de l'OMS, qui est une organisation vraiment d'épidémiologie, d'épidémiologistes aussi, collecter des données, les analyser pour informer les décisions de santé publique. On s'appuie sur plusieurs réseaux de surveillance. Ce sont ici les réseaux européens que j'ai mis à titre d'exemple. À gauche, vous avez le réseau qui est géré par le Centre de contrôle des maladies européen, le ECDC, qui est basé à Stockholm, qui s'appelle IRSNet. Et en Europe de l'Est, il y a un réseau un petit peu similaire qui a été monté par l'OMS, en l'absence bien sûr de communauté économique, qui s'appelle César. Voilà, on aime beaucoup les acronymes à l'OMS. Alors, je ne saurais pas vous dire la signification des couleurs, c'était juste pour vous montrer un petit peu les distributions géographiques de ces réseaux. Et on a, à l'OMS, fait la proposition d'avoir un système de surveillance mondiale qui s'appelle GLASS, encore un autre acronyme, qui a pour objectif de collecter des données. Et alors, je ne l'avais pas mis sur la slide, et je crois que j'ai perdu ma feuille, mais j'avais la liste des micro-organismes qui étaient sous surveillance. On a décidé d'encourager les pays à se focaliser sur 8 micro-organismes. Donc il y a les staphylocoques, les salmonelles, les pneumocoques, la cynétobactère, et j'ai oublié les 8, et qui pour lesquels on encourage les pays à collecter des données de façon standardisée et qui sont ensuite analysées à travers des observatoires ou des comités au niveau national, régional et au niveau mondial. Alors, les pays ont été invités à s'enrôler, à s'inscrire dans ce programme de surveillance. On a aujourd'hui 69 pays qui sont enrôlés. Vous voyez que on a une bonne distribution géographique, la France en fait partie, et le nombre de pays augmente chaque année. Les pays qui sont enrôlés ne sont pas tous au même niveau. Donc, certains pays s'enrôlent, mais il n'y a pas d'obligation de communication de données. Certains pays s'engagent, on va dire, à développer petit à petit leur programme. Certains commencent avec une bactérie, avec par exemple le staphylocoque ou l'Escherichia coli. Il y a Escherichia coli aussi. Et puis les pays sont appuyés par des partenaires pour augmenter leur capacité de surveillance. En général, les systèmes démarrent avec des sites sentinelles. Et on a fait une mission au Mali récemment, donc, qui pour l'instant va essayer de collecter des données uniquement en santé humaine, à ma connaissance, qui va s'appuyer sur essentiellement des laboratoires de référence et hospitaliers à Bamako. Donc ça commence timidement, mais c'est un appui comme ça qui est fait par les partenaires, par l'OMS, au niveau des différents pays. Alors quelque chose qui vous intéressera peut-être un peu plus ici, à l'école Veto, excusez-moi, pour les fautes d'orthographe sur chaîne, c'est la surveillance dans la chaîne alimentaire de la résistance. Alors en 2017, un guide a été publié par l'OMS, par un groupe qui s'appelle Agisar, qui met en commun des spécialistes donc, de différents secteurs, notamment vétérinaires, santé humaine, et qui a produit, c'est un groupe qui se réunit depuis de nombreuses années, qui a encouragé beaucoup de protocoles de surveillance, de recherche en santé humaine et animale dans différents pays, et qui en 2017 a publié un guide sur la surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiens chez les bactéries de la chaîne alimentaire. Et à la suite de ça, un protocole harmonisé sur la surveillance d'Escherichia coli dans les aliments, dans l'environnement et
et chez l'homme a été élaboré, est en cours d'élaboration, c'est le projet Tricycle. Je crois qu'Antoine Andromont, le professeur Andromont, qui devait initialement venir, est membre de il fait partie de ce projet, je crois. Et je ne sais pas quel est l'état des lieux du projet, mais peut-être que les autres intervenants pourront vous en dire un mot. Donc, vous voyez, encore une fois, on commence timidement sur une bactérie. Déjà standardiser la surveillance dans tous ces secteurs, c'est déjà un défi important. On surveille aussi pas seulement les données de résistance, mais aussi les données de consommation des antibiotiques au niveau européen ou mondial à travers différents réseaux. Je vois que j'arrive à la fin de ma présentation, donc je vais accélérer un petit peu. Pour réduire l'incidence des infections, l'OMS a énormément d'actions au niveau des vaccins. On a un département qui s'occupe d'immunisation, de politique vaccinale, de sélection des vaccins, qualification des vaccins, accompagnement des campagnes de vaccination. Donc ça, c'est évidemment un axe très important, mais on a également des programmes sur la prévention et le contrôle des infections avec des guides. Et puis, on avait un programme sur l'hygiène des mains, toute bête, qui a été assez bien suivi dans plusieurs pays, dans les structures de soins, même au niveau le plus périphérique. Avec un peu de savon, c'est quelque chose qui évidemment a un impact très important sur le taux d'infection nosocomiale. L'objectif numéro 4, optimiser l'usage des médicaments en santé humaine et animale. C'est un sujet qui est très vaste. 2 exemples. En 2016, la publication d'une liste par l'OMS d'antibiotiques d'importance critique pour la médecine humaine, encore une fois issue d'un groupe multisectoriel, avec 3 classes d'antibiotiques importants, hautement importants, et je crois que c'est critiquement important. Excusez-moi, c'est un peu sombre. En 2017, on a eu pour la première fois une nouvelle classification des antibiotiques dans la liste des médicaments essentiels. C'est une liste qui est très importante pour les pays qui l'utilisent énormément pour guider leur politique d'achat et d'accès aux médicaments. Et les antibiotiques ont été classés en 3 catégories. Access, c'est-à-dire les antibiotiques qui peuvent faire l'objet d'un usage non limité, de façon empirique, l'amoxicilline par exemple. Watch, pour un usage beaucoup plus ciblé, plus spécifique parce que c'est des antibiotiques un peu plus précieux. Et puis ensuite, une classe qui s'appelle Reserve, pour un usage restreint, parce qu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique ou parce que ce sont des antibiotiques de dernière ligne pour certaines infections. Donc c'est quelque chose qui est assez récent. Enfin, pour finir, l'investissement dans la recherche. Je voulais vous parler de 2 choses. La première, c'est cette liste mondiale des antibiotiques qui doivent être prioritaires pour la recherche et le développement. Il y a une liste qui a été publiée et révisée en 2018, qui est également disponible sur le site internet, mais le message principal, c'est le besoin urgent de nouveaux médicaments contre les bactéries à gram négatif multirésistantes. Et puis une initiative qui s'appelle GARDP, Global Antibiotic Research and Development Partnership, qui est fait en partenariat avec un groupe qui s'appelle DNDi, qui s'occupe des maladies négligées, et qui a fixé 4 objectifs pour 2023. Dans le cadre de ce programme, 4 nouveaux traitements antibiotiques, un pipeline robuste de candidats en clinique et préclinique, et puis soutenir l'accès aux nouveaux traitements antibiotiques, et ceci autour de 4 axes: le sepsis néonatal, les infections à gonocoque, les antibiotiques à visée pédiatrique pour soigner les enfants, et puis encourager des approches un petit peu alternatives de recherche. Je n'aurai pas le temps de développer ici, pour faire le screening de molécules à potentiel antibiotique. Il y a un site internet que vous pouvez consulter pour plus de renseignements. Voilà, pour finir, je voulais vous dire que, en fait, cette problématique de l'antibiorésistance est assez unique parce que, tout d'abord, c'est vraiment aujourd'hui le fer de lance du concept qu'on appelle One Health, c'est-à-dire où on a à la fois le secteur animal et de santé humaine qui travaillent ensemble. Au-delà de cette collaboration entre ces 2 secteurs, pour la 3e fois en réalité dans l'histoire des Nations Unies, un problème de santé a été porté à la connaissance des Nations Unies, à l'Assemblée Générale. La première fois, c'était le VIH-Sida, ensuite l'épidémie d'Ebola en 2014, et là en 2016, il y a eu une réunion de haut niveau à New York sur la résistance aux antibiotiques qui a conduit à l'élaboration d'un groupe multisectoriel qui est géré
par l'OMS en termes de secrétariat, mais qui rassemble plusieurs agences des Nations Unies autour de la résistance aux antibiotiques pour aller engager d'autres secteurs qui vont avoir un impact en termes de recherche, en termes de financement, en termes d'éducation par exemple, pour que la résistance aux antibiotiques ne soit plus seulement un problème, on va dire sanitaire, qui soit géré par des médecins ou des vétérinaires, mais qui devienne un problème de société qui aille au-delà de ces secteurs techniques. Donc le groupe s'est réuni pour la première fois, je crois, en mars 2017. Il a dû se réunir une deuxième fois cette année. Et je crois que le rapport est fait à l'Assemblée générale au mois de septembre à New York. Voilà, donc je voulais vous remercier. Je suis désolé, j'ai débordé un petit peu. Je vous encourage à consulter notre site internet ou me contacter directement si vous voulez plus de renseignements. Merci beaucoup pour votre attention.